Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Notre cher ami, alors autant chroniqueur que auteur, c'est monsieur Pascal Marmé. Bonsoir Pascal. Rebonsoir Pascal. Rebonsoir et bonne année à tous. C'est toi qui va passer. C'est lui qui va passer sur le grill, comme on dit. Ah. On va parler de lui. Ah oui, oui. Pendant un petit moment, on va parler de lui. Pour une fois, c'est bien. Pascal Marmé, sa bibliographie, elle est énorme déjà. Alors tu écris depuis combien de temps, mon cher Pascal? Alors j'ai écrit un peu sur le tard, hein, quand même. J'écris sur le tard plutôt. J'ai commencé en 2008 en fait. Oui, avec Il y a longtemps. Avec Il y a longtemps, c'était mon premier livre et j'avais eu énormément de mal à trouver un éditeur. Donc je l'avais publié à compte d'auteur, ce livre. Et comme ça a été c'était un premier, donc c'était pas évident. C'était pas évident, je connaissais personne et j'ai envoyé des courriers, j'ai envoyé beaucoup de courriers, j'avais pas de réponse. Tu t'es rattrapé depuis. Hein. Alors je me suis rattrapé parce que ce livre, justement, il a eu pas mal de succès à l'époque. Et je suis passé dans l'émission de Michel Field à l'époque qui s'appelait Au fil de la nuit. Et c'est pour ça que qu'après j'ai trouvé, à mon deuxième livre, j'ai trouvé un vrai éditeur parisien qui s'appelait Jean Castared et j'ai sorti 2 livres chez lui, Si tu savais, et puis À la folie à l'époque. Effectivement, À la folie, ça je vois 2011 À la folie, 2010 Si tu savais. Et puis tu as continué, tu as fait un roman, Le roman du parfum, en 2012. Ah oui, ça c'est ma rencontre avec notre cher ami Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, qui était directeur de collection à l'époque, qui est venu en fait à une de mes soirées littéraires présenter ses livres, le roman de l'espionnage, je crois, de mémoire. Et comme il a eu beaucoup de succès, parce qu'à l'époque j'avais un hôtel à Nice qui s'appelait l'Hôtel Aria et j'organisais des rencontres littéraires chaque mois, eh bien comme il a eu beaucoup de succès, il m'a proposé d'écrire dans sa collection et on a commencé avec le roman du parfum en décembre 2012 et ce roman a eu un prix, donc le prix spécial du jury El Bayan en 2013 et puis après on a continué, on a fait le roman du café, toujours dans la même collection, le roman des lieux et destins magiques aux éditions du Rocher. Voilà, 2014 voilà. Effectivement. Voilà. Tu enchaînes en 2015 avec Tiré à 4 épingles. Absolument, ça c'était un de mes premiers polars, donc publié chez Michalon à l'époque. Alors effectivement, on a oublié de le dire au début, mais c'est un spécialiste du polar. Il a basculé dans le polar il y a quelques temps. Oui, il y a quelques temps, parce que c'est ma rencontre avec un vrai commandant de police qui a fait que je me suis intéressé au polar. Sinon, je n'étais pas tellement dans le polar, j'étais plutôt dans le roman historique. Hein. Et ma rencontre avec ce commandant que j'ai appelé François Chanel, mais qui ne s'appelle pas François Chanel dans la réalité, a fait que j'ai basculé dans l'univers du polar, dans l'univers du thriller. Et c'est un vrai bonheur parce que plus ça va et plus ces livres ont du succès. Et là, on en est au 3e de la série. J'en prépare un 4e qui va sortir fin 2025, enfin à l'automne 2025, disons. Et cette série remporte de plus en plus de succès. J'ai beaucoup de commentaires, je reçois du courrier, j'ai beaucoup de commentaires sur les sites de lecture comme Babelio, comme Amazon, comme Fnac, etc. quoi. Voilà, c'est une série qui plaît, on va la présenter. Effectivement, qu'est-ce qui a fait que tu es venu au tard à l'écriture Parce que j'avais fait des études littéraires, mais je n'étais pas du tout dans ce secteur-là et j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance. J'étais courtier d'assurance. J'habitais Paris à l'époque. C'est la question que j'allais lui poser. Tu arrives de où? De quel métier? Alors, j'étais courtier d'assurance. J'ai fait pas mal de métiers. Hein. Quand j'ai débuté, j'étais même commis d'agent de change à la Bourse de Paris. Donc, tu vois, ça n'a absolument rien à voir avec l'écriture ni la littérature. Exactement. Mais t'as toujours eu envie derrière ou Oui, j'ai toujours eu envie d'écrire. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes, des poésies. Je racontais j'avais même fait un livre sur la vie de ma grand-mère. Enfin, c'était des choses assez amusantes. J'avais fait un journal sur les gens de ma famille aussi. C'était intéressant, c'était sympa. J'ai toujours eu une plume journalistique un petit peu, tu vois. J'ai toujours eu envie d'écrire. Mais je ne pensais pas, au grand jamais, que mon écriture pouvait séduire des lecteurs ou des lectrices, tu vois. C'est avec ce premier livre, il y a longtemps, que tu as vu. C'est ce premier livre que j'ai écrit, qui était vraiment un livre assez triste, puisque c'était une histoire de deuil, c'était quelque chose d'assez lourd. C'était un livre très personnel. C'était mon premier livre, c'était le plus personnel. D'accord. Dans les autres livres, je ne parle pas de moi. Je raconte des histoires, mais je ne parle pas de moi. Dans ce livre-là, c'était vraiment quelque chose d'un peu autobiographique. D'accord. Donc voilà, et ça a plu.
Alors le livre était tout noir, il y avait une couverture noire et tout, c'était un peu triste, c'était un livre sur le deuil, sur la perte d'un être cher. Oui, effectivement, j'ai l'image sous les yeux, c'est noir. Voilà, c'était assez noir, quoi. Et ce livre a plu contre toute attente et c'est ça qui m'a décidé à continuer, à persévérer dans la littérature, parce que la littérature ou l'écriture, c'est quand même l'école de l'humilité, il faut quand même le savoir. Quand je vais dans des écoles présenter des livres, la première question que les élèves me posent, c'est combien ça rapporte d'être écrivain. Je leur dis, si vous voulez gagner de l'argent, oubliez ce métier. Je veux dire, faites autre chose, mais faites du commerce. Mais toi, tu fais quand même pas mal de dédicaces. Hein. Tu es un boulimique de la présence pour faire des dédicaces. Parce que maintenant, après, avec ma petite carrière littéraire, on m'invite. On m'invite souvent. Je vais à Menton, chez nos amis. Alors, la librairie des Mandarins, la Maison de la Presse et la troisième. La librairie des Mandarins, la Maison de la Presse. Il y a aussi quelque chose avec la presse. Là, c'est le librairie de la presse. Librairie de la presse, ça c'est à Place Saint-Roch. Voilà, Place Saint-Roch, etc. Il faut les citer, il faut tous les citer, parce que comme ça, on ne fait pas de pub pour une personne. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et aussi, nos amis de l'Alphabet à Monaco, où je vais très souvent. Et puis à Juan-les-Pins aussi, où je vais souvent. D'ailleurs, l'Alphabet, tu y seras le 17 janvier. Absolument, j'ai dit oui à Laurent. On avait fait ça au mois de décembre, ça avait super bien marché. Et j'ai rencontré un marchand d'art qui s'appelle Marc Laurenti, qui m'a proposé une soirée à l'Hôtel de Paris, donc le 29 septembre 2025, pour parler de Tony Curtis. D'accord. Et ça va être vraiment très intéressant. Et ça, c'est Tony Curtis, pourquoi ? Tu maîtrises Parce que c'est quelqu'un que j'ai bien connu. D'accord. Et parce que dans le roman du parfum, je lui consacre une part assez importante. La moitié du livre est consacrée à Tony Curtis, à sa vie aussi. D'accord. Et aussi à son histoire de parfum, parce que Tony Curtis et les parfums, c'est très lié quand même. Je raconte des petites anecdotes avec Audrey Hepburn, je raconte des anecdotes sur le tournage d'Amicalement Vôtre, etc. Donc c'est très intéressant aussi. Ça vous parle, Tony Curtis ? C'est l'acteur. Oui, c'est l'acteur, oui, bien sûr. Oui. Avec Roger Moore. Oui, je connais. Dans Amicalement Vôtre. Oui, toi, t'étais fané. Ça doit pas être de ma génération. Non, c'est des années 70. C'est tellement... mon fils m'en a encore parlé d'Amicalement Vôtre, et pourtant... C'est les années 70, hein, oui, c'est 1970-1971. Il n'y a eu qu'une seule série. Moi, je ne l'ai pas vu à la première non plus, hein, j'étais trop petit. Je l'ai revu, ça a été multidiffusé. Je crois que c'est une des séries en France et en Europe qui a été le plus diffusée. Je crois qu'on en est à la 32e rediffusion. Oh, ça et la petite maison dans la prairie. Voilà, c'est ça. Et La sorcière bien aimée aussi. Et on peut pas le rater. Je me rappelle en 2013, quand mon fils est né, ça repassait encore. Et quand il avait 5 ans, il me disait, Tony Curtis, il disait, je ne sais pas qui c'est, mais c'est l'homme à la voiture rouge. En fait. Effectivement, une belle voiture rouge, effectivement. Voilà. Mais bon, ça a démarré en noir et blanc, je vous rassure. Moi, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Alors, pareil, ma chère Alexandra, si tu as des questions pour notre cher Pascal, profitez-en. On l'a sous la main. Alors, moi, ma petite question, c'est qu'est-ce qui vous inspire pour écrire ? Comment vous faites pour commencer un nouveau livre ? Comment vous inspirez de nouvelles idées, de caractères, etc. Alors, ça dépend ce qu'on me demande. Quand on me demande un ouvrage de commande, à ce moment-là, je vais travailler sur le thème. Le parfum, c'est Vladimir Fedorovski qui m'a demandé un livre sur le parfum. Moi, au départ, je voulais pas faire ça. Je voulais faire une biographie de Tony Curtis. D'accord. Et il m'avait dit, Tony Curtis, c'est une star, il est bien gentil, mais je pense pas que le livre marchera. Il faut que tu me racontes l'histoire du parfum, ça va être beaucoup mieux. Donc là, j'ai travaillé sur les thèmes qu'on me demandait. Mais pour mes polars, c'est tout à fait Alors, différent. les derniers, par exemple, les 3. Tout à l'heure, tu disais, pour rejoindre ta question, tu vas nous présenter les 3 donc, où il y a François Chanel, c'est ça ? Ouais. Effectivement. Donc, il y a Commandant François Chanel, 36 quai des Orfèvres. Voilà. Il est de 2023. Il y a de 2024, Scène criminelle, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Et entre-temps, il y a eu Exécution, bien sûr, voilà. Qui est passé en 2022, pardon. Qui est passé en poche en 2023. Donc voilà. 2022, version brochée 2023. Comment je travaille mes livres ? Là, tout simplement, c'est le commandant qui me raconte de vraies enquêtes. Et moi, je les mets sous la forme de thriller. Mon travail, c'est parce qu'une enquête, c'est assez brut. Il va me raconter une histoire. Moi, il faut que par-dessus cette histoire, je romancer. Je romance, bien sûr, voilà. Mais surtout, je donne les clés du polar, les clés de l'intrigue. Je fais angoisser le lecteur. C'est mon but. C'est un peu un Cluedo, quoi. C'est un peu un Cluedo, voilà, mais avec tous les artifices. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme une série Netflix. Vous voyez, il faut qu'à la fin de chaque chapitre,
il y ait une révélation qui fait que le lecteur ait envie de tourner la page pour aller au chapitre suivant. Bien sûr. Ça, c'est ça qui comment dire? Et c'est ça le plus dur. Je cherche le mot. C'est ça le plus dur, parce qu'on vous raconte des faits, simplement des faits. Bon, vous n'allez pas loin avec ça. Hein. Ou alors sinon, vous écrivez un rapport de police et c'est vraiment pas très intéressant. Non, là, le but, c'est d'en faire un roman. Le but, c'est d'en faire un roman et un vrai thriller. Et ça vous arrive d'avoir des blocages? Ou vous arrivez vraiment, même si vous avez toute l'information devant vous, à vous dire... parce que je sais que on appelle ça un writer's block en anglais, quand on veut écrire et qu'on n'y arrive pas, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui veulent écrire des livres? Comment surpasser ça? En France, on appelle ça le syndrome de la page blanche. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, ça m'est arrivé quelques fois parce que je bloquais sur un fait, une chose comme ça. Je n'arrivais pas à comprendre le fait ou comprendre l'enquête. Dans ce cas, il faut tout poser. Il faut aller boire un verre ou aller déjeuner ou aller faire autre chose. Faire autre chose. Distraction. Et repartir le lendemain ou 2-3 jours après, faire une pause et repartir sur les mêmes choses avec plus de distance. Alors, pas mal de distance sur les faits. Merci. On va revenir un petit peu au projet de cette année 2025. Alors, une belle bibliographie. Alors, c'est simple. Si vous voulez connaître tous les livres de Pascal Marmé, vous tapez Pascal Marmé sur Google et vous allez tomber sur pas mal de sites où vous avez toute sa bibliographie. Je l'ai sous les yeux, moi, effectivement. Donc, et on va parler un petit peu des projets pour 2025 parce qu'il a Pascal Marmé, excuse-moi, je dis Pascal Marmé, l'habitude. Tu peux, c'est pas un problème. Voilà, beaucoup de projets. Il est boulimique de littérature, d'écriture et des projets. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? J'ai entendu parler que tu allais faire un projet avec Yvon Bertorello qu'on a reçu plusieurs fois. Oui, notre ami Yvon, que je salue en passant, parce que je crois qu'il nous regarde, il va nous écouter. Et s'il ne nous écoute pas, je lui enverrai la vidéo, il n'y a pas de problème, parce qu'Yvon m'appelle pratiquement tous les jours, donc maintenant on est très au courant. Donc avec Yvon, on a un projet depuis un mois et demi. On va adapter mon deuxième roman, si tu savais, qui est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir née dans la parfumerie à Grasse, parce qu'elle va rencontrer un parfumeur. Et ils vont faire une bande dessinée. Alors on rappelle, Yvon Bertorello est auteur de bande dessinée, donc est spécialisé pour... Tu connais Alexandra, vous avez dû déjà le voir, puisqu'il a fait aussi la première bande dessinée sur Breil. La tempête Alex. Voilà, scénariste, absolument. Ouais. Il a signé un Pompidou avec Stéphane Bern récemment. D'ailleurs, tu l'as reçu. On l'a reçu, on le reçoit régulièrement. On va le recevoir début février pour la ligne Maginot, tome 2. Ligne Maginot, tome 2, La lumière des justes, tome 1 et tome 2, etc. La tempête Alex, et puis bien d'autres BD. Donc là, ils vont adapter mon deuxième roman, donc si tu savais, sous la forme d'une bande dessinée. Alors je ne sais pas où ça va être publié, chez Burgot ou chez Plainvent, la filiale des éditions du Rocher. On est toujours dans la même veine. Hein. Bien sûr. Mais ils vont retravailler l'histoire et avec un dessinateur qui s'appelle Eric Stoffel, qui est vraiment très compétent et très bon. C'est un très bon dessinateur qui habite à Marseille. Ils vont travailler le texte, on va changer 2-3 petits trucs, et puis voilà, quoi, ça va être... Ils vont faire une BD. Et moi, c'est un vrai plaisir, parce que on va voir mes personnages que j'ai créés, que j'ai imaginés, parce que là, c'était vraiment un roman, hein. C'était pas du tout une enquête, ou c'était un livre plutôt romantique. C'est la première marche, c'est la première étape avant le film. Oui, c'est un petit peu la première étape avant le film, et je vais voir mes personnages dessinés, quoi, c'est super, quoi. Ce sera donc une histoire d'amour, du coup. Alors, c'est l'histoire, un petit peu une histoire d'amour, c'est un petit peu romantique, mais c'est surtout l'histoire d'un roman que je qualifierais d'initiatique, puisque c'est une jeune fille qui travaille dans une petite... dans le livre, elle travaille dans une petite supérette de province. Dans la BD, elle va travailler chez la boulangerie de ses parents. Donc, on va changer 2-3 petits trucs, hein, quand même. Hein. Et... elle a fait des études de parfumerie, bien sûr. Elle a une licence de chimie, mais elle ne trouve pas d'emploi dans cette fonction-là. Alors, elle travaille comme boulangère, elle travaille comme vendeuse dans la boulangerie de ses parents. Et du jour au lendemain, elle va rencontrer un parfumeur de Grasse qui va venir la révéler, parce que cette jeune fille a un don caché, c'est un nez. C'est un nez. Il va l'inciter à aller travailler à Grasse, qui est la ville des parfums. Et c'est toute la région, en fait, qu'on va mettre en valeur aussi, la région grassoise. Alors, j'ai posé la question, pourquoi ce roman en BD? Pourquoi celui-ci? Parce que le parfum, c'est magique. D'accord. Hein, il y a eu, si tu savais, il y a eu le roman du parfum. Et c'est le livre encore que je vends le plus, en dehors de mes polars. C'est encore le livre que je vends le plus sur les salons ou en dédicace. J'en vends encore beaucoup. Et c'est surprenant, parce que le livre est de décembre 2012.
Il est paru à la fin de l'année 2012, ça fait quand même pas mal d'années, Oui. et j'en vends toujours autant, D'accord. ce qui est incroyable. Un nouveau Formidable, formidable. Dans les projets, un Hein, si, ça se vend nouveau toujours. Chanel. Alors un nouveau Chanel, François Chanel. là c'est ça. c'est un casse-tête parce que Pas Chanel, le parfum. Chanel qui arrive à la retraite dans Scène criminelle, là, le dernier 2024, puisqu'il est assez âgé, François Chanel, il arrive à la retraite. On va le faire revenir à sa prime jeunesse, puisqu'il va avoir 22 ans dans mon prochain livre, et ça va se passer en 1978. Un flashback, quoi. Alors c'est un flashback, et il va être, le titre provisoire, c'est 1978, inspecteur stagiaire François Chanel. D'accord. Alors c'est très intéressant parce que je me suis replongé dans les actualités de l'époque et j'ai regardé beaucoup de vidéos, d'images de cette période que j'ai connue, mais pas très bien parce que j'étais quand même assez jeune en 78. Voilà. Oui, effectivement, tu es né en 70. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc ça fait quand même Ah oui, quelques j'ai années. été regardé sur la Ça fait bibliographie. quelques années et donc c'est très intéressant parce que c'est une période absolument incroyable. Et puis là, ça va me permettre beaucoup de choses parce qu'en 78, on n'avait pas l'ADN. Effectivement. On n'avait pas tout un tas de choses comme ça. Et donc, c'était vraiment le flair. Et puis là, Chanel, il est tout jeune, donc ça va me permettre beaucoup d'actions, beaucoup de scènes de poursuite. Pourquoi un retour en arrière? Pourquoi pas un nouveau roman avec de nouvelles histoires? Et pourquoi un flashback? C'est une lectrice qui m'a, au Salon du Polar de Saint-Laurent-du-Var de l'année dernière, en 2023, je l'ai fait cette année aussi, mais c'était l'année dernière. Elle m'a dit, mais Pascal, c'est bien, mais pourquoi ne pas revenir aux origines de François Chanel? Et au départ, je ne voulais pas parce que c'était assez compliqué. Et puis, finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Et la fille est venue me voir et m'a dit, vous savez, 78, c'est mon année de naissance et ce serait vraiment bien que vous écriviez. Ah d'accord, carrément comme ça. Lui fait plaisir à une auditrice. Voilà. Ok, on va demander quelque chose pour nous. On va demander un livre sur la radio. Non, mais c'est très intéressant parce que je vous dis, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte génétique, il n'y a pas d'odorologie parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué une enquête. C'est quand même, il y a la police scientifique, il y a tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et c'est toujours une histoire que vous a contée, du coup, ce commandant que vous avez rencontré. C'est la première enquête de François Chanel, effectivement, quand il était jeune inspecteur stagiaire et il sortait de l'école de police de Cannes-l'Écluse et il avait rendez-vous ce lundi 23 janvier 1978 au siège de la police judiciaire de l'époque, c'est-à-dire le quai des Orfèvres, parce que vous savez qu'ils ont déménagé maintenant. Le 36 quai des Orfèvres. Voilà, le 36 quai des Orfèvres, parce que maintenant ils sont rue du Bastion, mais ils ont déménagé en septembre 2017. À l'époque, on est le 23 janvier 78. Et là, il va se passer, dès son arrivée, il va se passer quelque chose d'incroyable. D'accord. Je dis rien. Non, il faut acheter le livre. Qui sortira, bien sûr. Il va sortir à la fin d'année 2025, voilà. parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Tu auras l'occasion de le présenter ici à la radio, donc il n'y a pas de souci. Écoute, on va parler un petit peu aussi dans tes projets. Les dédicaces, je vois qu'il est déjà 18h22. Les dédicaces, mon cher, on va continuer. Les prochaines dédicaces. Alors, tout à l'heure, on a un petit peu parlé rapidement de celle que tu vas faire à l'Alphabet à Monaco le vendredi 17. On va te retrouver. Absolument. À Lyon, le 24. Oui, à Lyon, j'ai signé pour un Auchan, Caluire et Cuir. D'accord, ok. Voilà. Il est partout. Je vous rassure, il est partout. Donc, non, mais parce que je suis invité le 25 janvier à un festival du Polar. 25 et 26, oui. Voilà, 25 janvier, samedi, je suis invité à un festival du Polar qui s'appelle l'Escargot Noir, je crois. Ah, le Coquelicot Noir. Le Coquelicot Noir, c'est dans le Loiret. Non, c'est à Nemours. Et le 26, je vais dans le Loiret. Ah voilà, d'accord. J'avais bien l'info quand même. Pour un autre salon, voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Okay. Donc sur la route, j'ai dit je m'arrête à Lyon et je fais un Auchan comme ça. On rappelle aussi qu'on te retrouve tous les mercredis donc à 11h10 avec une chronique littéraire sur la radio, bien sûr, 11h10, 11h02, 11h10, 11h20, 11h25. Oui. Alors comment ça se passe? Tu es arrivé à la radio, tu nous as proposé cette chronique. Oui. Et tu es libre, tu choisis tes auteurs. Alors je choisis mes auteurs. Souvent je rencontre mes auteurs sur les salons et je fais des interviews improvisées. Donc là, mercredi, donc demain, je pense. Demain, on aura Alexia Aubert. Alexia Aubert, donc c'est une autrice, c'est aussi une chanteuse, enfin elle a tous les talents. Et je la réinviterai le 27 février. Voilà, puisqu'on te retrouve aussi donc 2 jeudis par mois de 17h à 17h30 ici aussi sur la radio, en direct cette fois-ci, puisque l'émission du mercredi est enregistrée. Voilà. Mais là, ça sera en direct. Et donc là, tu vas nous recevoir qui? Donne-nous un petit peu le programme. Alors le 16 janvier, je reçois Sandrine Mérez,
qui est quelqu'un de très important, puisque c'est la présidente en fait, de l'association des rencontres francophones. Et elle fait beaucoup de choses. Sandrine, elle est vraiment excellente. Elle invite des auteurs à signer aux États-Unis, à New York, etc., à Miami, et également à Kuala Lumpur. Elle organise des dîners francophones. Et le 25 janvier, moi, je ne pourrais pas être là parce que je suis à Nemours, au Coquelicot Noir. Mais elle organise un dîner qui sera mondial. Il y aura des gens à Nice, il y aura des gens à Toronto, il y aura des gens à New York. Ce sera absolument extraordinaire. C'est la personne que tu vas recevoir dans Sandrine, la date le 16 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et nous aurons aussi Katia des Mandarins qui viendra nous parler. Là, c'est la parole au livre, on est d'accord. De ses petits coups de cœur. Voilà, de ses coups de cœur. On aura Mélissa d'Acosta en coup de cœur. Et on aura notre ami Eric Oliva qui a écrit un livre absolument fabuleux qui s'appelle L'or dans les veines, qui est publié aux mêmes éditions que moi, Délivré du rêve chez Angie Lolia. Il a par habitude... est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un questionnaire de Proust? Alexandra, ça te parle? Pas moi. Questionnaire de Proust, ça te parle pas? Ça te parle pas non plus? Pas du tout. Toi, tu es pas française, donc tu nous arrives d'Australie, donc c'est sûr que c'est plus difficile à connaître. Je suis d'accord avec toi. Je dis ça parce qu'il a l'habitude de terminer ses interviews en direct par un questionnaire de Proust qu'il fait à ses invités. Ben là, ce soir, c'est moi qui vais lui faire. Pour changer, voilà, en fait, pour changer un petit peu. Alors, c'est un questionnaire de Proust qu'il a. Moi, j'ai celui qu'il fait aux invités, qu'il a modifié, je le rappelle, parce que c'était Bernard Pivot qui faisait ça, effectivement, quand il recevait des invités. Ça s'appelle un questionnaire de Proust. Pourquoi, mon cher? Parce qu'au départ, on a fait un questionnaire à Marcel Proust il y a très, très longtemps. Et il était très complet, très documenté, très riche. Il y avait 50 questions. Et Bernard Pivot, quand il a repris cette idée pour Bouillon de culture dans les années 90, donc après Apostrophe, c'était pas la même émission, il posait la question à ses invités, mais il avait fait un questionnaire de Proust réduit avec une dizaine de questions. C'est ce qu'on va faire. C'est le questionnaire de Bernard Pivot, de Proust de Bernard Pivot que je vous propose aujourd'hui, mais c'est la première fois que on me le pose, parce qu'en général, c'est moi qui pose les questions. Là, ça va changer. Alors, c'est bien parce que je vais le garder, parce que je le ferai aussi. je le ferai aussi. Alors, réfléchissez-vous aussi à ce que vous répondriez. Alors, ton mot préféré? Mon mot préféré. Alors, ton mot préféré. Alors, et c'est bien parce que lui, il a dû le travailler. Non, j'ai pas préparé. Ton mot préféré? On va dire amour. Amour. Le mot que tu détestes le plus? Concupiscence. Je trouve que c'est pas joli. Déjà, ça veut dire quoi? Toi, tu disais pas. Moi non plus. Ça me parle pas. C'est un mot que si on me demande de le définir. Peu importe. Bon, allez. Ou suffisance, si vous voulez. Suffisance, d'accord. Concupiscence, suffisance. Ta drogue favorite? Le café, parce que j'ai écrit le roman du café. D'accord. C'est un peu normal. Le son ou le bruit que tu aimes entendre? Alors, le son que je préfère, alors là, je vais copier Bernard Pivot, parce qu'il avait répondu ça en 1996. C'est le bruit des pages. Vous voyez, quand on tourne un livre, ça fait un petit bruit. On l'entend, léger, on l'entend peut-être à la radio, mais oui, on l'entend. C'est très joli et j'adore ce bruit. Le bruit ou le son que tu n'aimes pas du tout? Alors, les motos le soir quand je m'endors, ça arrive parfois parce que j'habite au centre-ville. Les motos cross, en fait, c'est le bruit du cross. Oui. C'est pas les motos enduro ou classiques. Les motos qui font vraiment du bruit. Voilà, effectivement. Motos qui font du bruit. Le juron, le gros mot, le blasphème favori, celui que tu aimes le plus, que tu vas dire? Je peux tout dire. Tu peux, écoute. Tu peux, vas-y. Bon, il y a le mot de Cambronne, bien sûr, mais ça, tout le monde sait. Nom de Dieu aussi. D'accord. Nom de bordel. D'accord, ok. Voilà, écoute, non, mais sur notre antenne, on peut dire, on se lâche. L'homme ou la femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Il y en a de moins en moins des billets de banque, mais en homme, je dirais Georges Pompidou, parce que à cause de Yvon, toujours. Georges Pompidou, puis en femme, s'il y avait une femme, Simone Veil, ce serait pas mal ça. Il y en a beaucoup qui nous disent Simone Veil en femme, c'est vrai, elle ressort souvent ce truc. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire, pardon? Comptable. Ah oui? Ah oui, non. Et la raison? Comptable, parce que j'aime pas ce truc de compter, avec la calculette sans arrêt. Moi, je fais pas tellement attention à ça. D'accord. C'est ma femme qui est plus. C'est elle qui gère. Oui, plus. C'est elle qui gère les comptes. Plus. Ok. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais te réincarner, si la réincarnation existe? Je vais répondre comme la plupart de mes invités. Un chat. Parce que j'en ai deux. Pourquoi un chat? Pourquoi un chat? Oui. Parce que ça dort toute la journée.
Déjà, ça dort toute la journée. Mais attention, un chat domestiqué, un chat à la maison, pas un chat errant, hein, pas au Malais dans le truc de Walt Disney. Ouais, ça a le loyer gratos, ça mange et ça bouffe, donc, et ça dort. Et quand ça tombe toujours sur ses 4 pattes. Ça, c'est pas sûr, mais bon. Et surtout, ne dit-on pas que les chats ont 7 vies. Donc, il paraît. Donc, il y a une forme de réincarnation. D'ailleurs, on y vient avec la question suivante. Avec la dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu faire après ta mort ? Pardon, excuse-moi, la question, j'ai voulu la changer. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ? Voilà, parce qu'en fin de compte, il avait écrit avec des vous, mais moi, je mets des tu. En fait, 2 choses. La première, c'est « Ah, enfin !» Ça voudra dire que j'ai eu une longue vie. Et ensuite, que j'ai pas trop mal, que c'était pas trop mal, que ma vie n'a pas été trop vide, que j'ai un petit peu réussi. D'accord. Voilà. Que j'étais pas si mauvais que ça. Voilà. Est-ce que toi, comment tu te trouves, toi ? Ça, c'est la question que tu t'attendais pas. Je suis autocritique. Je me trouve moche, je me trouve mauvais, je me trouve mauvais écrivain, je me trouve... Ah non, mais ça, il faut... Alors, c'est bien parce qu'on se remet toujours en question. Oui, c'est vrai qu'il faut... en permanence en question. Mais heureusement qu'il y a les yeux des autres qui rectifient la chose. En permanence. Voilà, mais c'est vrai. Mais c'est une recherche, l'écriture ou quoi que ce soit, quand on fait quelque chose vers les autres, on est toujours à la recherche de quelque chose. Oui, mais il y a aussi, il faut voir, il y a une progression. Moi, je rencontre des écrivains qui écrivent depuis 20 ans, ils en sont encore à faire des dédicaces dans des tabacs, etc. Moi, je sens une progression chaque année. Je veux dire, ça va de mieux en mieux. Ah ben voilà, tu prends ta confiance en toi. Oui, parce que c'est pas moi, j'ai pas confiance en moi, ce sont les lectrices et les lecteurs qui me disent... Le retour, c'est le retour positif qui fait que... Ma première dédicace, j'ai dû vendre 2 livres. Je veux dire que la première fois que j'ai fait Roquebrune, c'était avec mon premier livre. Il y a longtemps, j'ai dû en vendre 5. Je veux dire, je suis resté 2 jours pour vendre 5 livres. Aujourd'hui, quand je fais un salon... Je veux dire, quand j'en vends 40. Quand j'en vends 40, 50, je trouve que c'est pas assez. Vous voyez, voilà, on progresse. Il faut être sous la voie de la progression. C'est pas le nombre de livres. Attention, c'est pas le nombre de livres vendus qui compte. Hein. Ça, on s'en fiche. Hein. Même si ça rapporte un petit peu, ça rapporte tellement peu que de toute façon, c'est pas très important. C'est pas ça, c'est le retour des lecteurs et des lectrices qui m'intéresse. C'est de dire, voilà, j'ai lu Scène criminelle, ce livre m'a passionné, et surtout, Pascal, j'ai l'impression que tu écris de mieux en mieux, c'est de plus en plus intéressant, vraiment, tu rajoutes des choses, ça devient de plus en plus intéressant, tes livres. Ce sont des vrais page-turners, c'est ça que j'attends de quelqu'un. C'est pas de me dire, j'ai vendu 10 000 livres, j'ai vendu 5 000 livres, je m'en fous de ça. Bon, bien sûr, il faut essayer d'en vivre. C'est le but. C'est le but aussi. Écoute, moi, je suis content. Tu as reçu cette fois-ci, tu étais de l'autre côté du micro. C'était changer un peu. C'était un petit peu. Nouvelle année, des nouveaux défis. Nouveaux défis. Nous, on va faire un petit break musical, le temps de prendre la photo pour pouvoir les laisser par tranquillement. Et puis, on va terminer notre émission tous les 3. Allez. Ça vous parle ? Allez, je vous fais écouter Phil Briand.